Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir une chanteuse, interprète, parolière. Elle est la voix féminine du groupe mythique et quadragénaire Kassav'. Vous avez reconnu de qui il s'agit. Jocelyne Berroir, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Le plaisir à partager. À l'occasion de l'apparition de votre livre, de votre autobiographie, on peut le dire, aux éditions du Cherche-Midi, Jocelyne Berroir, Loin de la mer, en un seul mot, non de la mer, de l'amertume plutôt, où vous racontez votre parcours professionnel et personnel qui va de pair évidemment avec le parcours du groupe légendaire Kassav'. Voilà. Un livre que vous avez fini de rédiger au moment du décès du cofondateur de Kassav', Jacob Desvarieux. C'était le 30 juillet 2021. Exactement. Peu de temps avant, c'était il y a exactement un an, il était à votre place. Oui. Ce livre lui est dédié d'une certaine façon, vous lui rendez hommage dans ce livre. Il est clair qu'on doit lui rendre hommage parce que Jacob, c'était quand même une figure emblématique du groupe et qui nous manque, qui va nous manquer longtemps. Et en même temps, on le garde avec nous, quoi. Il est, voilà, c'est. Je pense à lui beaucoup plus en souriant. Je m'interdis d'être triste parce que c'était quelqu'un qui était tellement vrai, tellement. Enfin, j'avais plaisir d'être avec Jacob, quoi, à côté de lui, voilà. Vous sentez qu'il est là ? J'imagine juste qu'il est là, voilà. Là, vous lui rendez hommage dans ce livre. Est-ce qu'il y a une autre forme d'hommage qui est prévue ? Ce sera l'hommage du groupe. C'est prévu pour 2023. Oui. Nous sommes en train de préparer tout ça, donc nous cherchons déjà le lieu. Je crois que c'est en fin d'année dernière, il était question cette année de le faire à l'Arena de Nanterre, là où nous avions fêté nos 40 ans. Le problème, c'est que, bon, en fait, on voulait d'autres salles, Bercy ou peu importe, mais avec tous les reports de concerts qu'il y a eu depuis 2020, depuis le début de la pandémie, il était difficile d'avoir un lieu de libre. Donc là, maintenant, on a une plus grande liberté. Donc on réfléchit à différentes stratégies, différents lieux, et on commence déjà à voir se dessiner le projet. Voilà. Donc là, vous rassurez tout le monde, en tout cas tous vos fans, parce que certains disaient, peut-être avec la mort de Jacob, c'est la mort de Kassav', ou est-ce que c'est une nouvelle page qui se tourne, une page de transmission peut-être ? Exactement. Moi, je crois que dire la mort de Kassav', moi, je trouve ça assez violent. D'abord parce qu'on laisse un héritage, quoi. Je veux dire, les gens, enfin, un héritage, et les gens. Un héritage qui, comme vous le disiez, a déjà 40 ans. Mais oui. Donc les gens, depuis 40 ans, ils peuvent puiser dans les choses de Kassav' et ils s'en servent, puisqu'on entend beaucoup le style zouk se mélanger à d'autres styles et même s'y fondre. Donc je veux dire, c'est l'âme quelque part entre guillemets de Kassav' est encore là, tant que les gens ont envie justement d'être inspirés par Kassav' ou de retrouver, je veux dire, des souvenirs. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des vidéos, il y a la musique elle-même. Je veux dire, il y a les musiciens qui se renouvellent aussi. Il y a quand même des plus jeunes générations qui viennent contribuer. On peut imaginer... On a eu effectivement, côté musicien, on pouvait avoir des changements. Mais la base même de Kassav', elle est quand même pas mal amochée, puisqu'on a commencé par perdre Patrick Saint-Éloi déjà. Bon, il n'était déjà plus avec Kassav', mais il faisait partie de Kassav'. Il fait toujours partie, en fait, de Kassav'. Et puis Jacob, donc on se dit, wow là. Donc c'est un peu... Les piliers, oui. Mais malgré tout, je veux dire, quand parler de fin, oui, peut-être la fin du groupe tel qu'il était. Voilà, maintenant, on ne sait pas. On verra avec ce concert. Et puis, je le répète, on n'a plus 20 ans. Donc il faut être aussi un peu réaliste. Je veux dire, est-ce qu'on pourra recommencer à faire des tournées comme on le faisait auparavant ? Moi, je sais qu'avant, quand je partais de Martinique, j'arrivais ici à Paris après 8 heures de vol la nuit, en ayant dormi 2 heures, je pouvais courir partout, dans tous les sens, la journée... en arrivant. Oui. Aujourd'hui, il me faut le temps de récupérer, de repos, et je sens que c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc on est obligé de faire attention. Si j'ai envie de rester là longtemps, il vaut mieux que je ménage ma monture, hein, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on dit. En tout cas, je ne sais pas exactement quel âge vous avez, enfin un petit peu, mais vous faites pas votre âge. Hein.
Quand vous dites il faut ménager la monture... On dit ça. Vous avez l'âge de Cassave, on dirait, hein 40 ? On va dire ça. On va dire ça, hein. Vous êtes né avec Cassave. Exactement. Quasiment. Oui, voilà. Par contre, les autres racontent quelquefois autre chose. En tout cas, ça se voit pas. On parle de Cassave. En fait, vous le dites, Cassave, et tout le monde le dit, Cassave, c'est plus qu'un groupe. Cassave, c'est un son. C'est vous qui avez inventé le zouk. Le groupe, effectivement, les musiciens de Cassave, la base de Cassave, je parle de Georges Decimus, Jacob Desvarieux, Jean-Claude Nemrod et Patrick Saint-Éloi, Jean-Philippe Martelly, sont eux qui ont créé vraiment la musique zouk, mais surtout les instrumentistes au départ pour trouver justement toutes les formules, les tourneries, etc. Nous sommes arrivés par-dessus, je veux dire tous les chanteurs, Jean-Philippe, Patrick, machin, avec nos compositions, nos textes, etc. On a complété tout ça et voilà, c'était fusionnel, c'était... je crois qu'au départ aussi, on avait un espèce de mentor qui était Pierre-Édouard Decimus, qui avait un peu donné des lignes de conduite. Donc cofondateur. Ils sont deux frères d'ailleurs. Il y avait voilà. Pierre-Édouard et Georges avec Jacob. Et Jacob, mais en fait, les deux principaux, je veux dire, bon, Georges, ne sois pas fâché, c'était quand même Pierre-Édouard et Jacob, qui étaient vraiment les grosses têtes pensantes. Mais Pierre-Édouard, c'était vraiment l'âme de Cassave. C'était vraiment celui qui disait quel était son rêve. Voilà. Donc pour lui, il fallait que déjà on retourne aux sources de nos musiques pour s'en imprégner, parce qu'on ne peut pas partir sans base, on ne crée pas de rien. On crée à partir de quelque chose. Donc, comme on voulait parler de nous, comme on voulait que cette musique nous ressemble, il fallait justement retourner aux bases de cette musique-là. Donc, il nous a demandé de retourner. Quand on y retourne, on retourne un peu à notre histoire. On apprend donc à mieux se connaître, mieux à accepter l'autre, parce qu'à partir du moment où on a une histoire commune, on est plus enclin à se comprendre et comprendre ses faiblesses, ses qualités, etc. Et puis, de notre côté, il a donné l'autre ligne de conduite, c'était en quelle langue nous utiliserons le créole. Le créole a été, à cette époque-là, énormément déprécié. Je veux dire, c'était une langue, en fait, beaucoup de nos parents pensaient que si on parlait le créole, on utiliserait le français de façon très moyenne. Or, il était important pour eux, à l'époque, en tout cas de mon enfance, de pouvoir nous donner une éducation nous permettant d'aller ailleurs. Il ne faut pas oublier que nos îles ne font que 80 km de long, on est moins de 400 000 dans chaque île, ce qui veut dire que, bon, quelque part, notre avenir souvent peut être à l'extérieur de chez nous. Et quand on part à l'extérieur, bon, ben, il faut être au niveau. Alors, c'est pas que nous n'avions pas le niveau, nous pouvions l'avoir en créole aussi, ou machin, mais bon, le créole, notre créole, personne ne le parlait ailleurs. Et chez nous, il était utilisé uniquement, dans certains cas, quand les gens s'énervaient, quand les gens avaient, comment on appelle ça, quand ils s'énervaient, quand ils n'avaient plus d'arguments, pour injurier, etc. Oui. Donc c'était la langue qui était considérée comme sale. Je veux dire, une femme qui parlait le créole dans la rue, c'était pas bien vu, quoi. Elle n'était pas classe, elle n'avait pas de... Voilà. Et puis, ça dépendait aussi des familles. Vous le racontez d'ailleurs dans votre livre, on y reviendra. C'est ça. Mais vous-même, vous avez appris le créole sur le tard, en fait. Hein. Oui, j'ai appris, je devais avoir à peu près 8 ans. À la maison, mais nos parents ne nous parlaient pas en créole. Par contre, on entendait les chansons en créole, qu'on comprenait. Qu'on comprenait malgré tout, enfin on ne comprenait pas tous les doubles sens et compagnie, mais on comprenait vaguement la langue. Donc je ne la parlais pas et c'est à l'école communale que je commence à la côtoyer et à l'intégrer. Le créole martiniquais. Le créole martiniquais, bien sûr. Qui n'est pas tout à fait le même que le créole guadeloupéen. Et c'est ça aussi le miracle de Cassave, c'est qu'il y a à la fois des Guadeloupéens et des Martiniquais. Voilà. C'est le cas de Jacob qui était Guadeloupéen, avec des créoles différents. Et vous avez, grâce à vous aussi surtout, réussi à fusionner ces différents créoles. Parce qu'on considérait que justement utiliser les deux créoles nous enrichissait, tout simplement. Parce que bon, je veux dire, quelle gloire a-t-on de... Bon, je vais peut-être me faire assassiner, c'est pas grave. Mais je dis, quelle gloire a-t-on de parler un créole purement ceci, purement cela, etc. Alors que si on additionne tous les créoles, non seulement on additionne le nombre de personnes, je ne dis pas de dénaturer. Le créole martiniquais doit être défini comme étant le créole martiniquais, le guadeloupéen également. Mais dans la mesure où on crée, si un mot est meilleur dans tel ou tel autre créole, pourquoi ne pas l'utiliser ? Je plaide pour ça.
C'est-à-dire que tout est possible et on ne peut que faire évoluer cette langue, justement en lui permettant de s'enrichir de tous les créoles et de toutes les tournures, parce que c'est véritablement une belle langue. En fait, en y retournant, j'ai acheté des livres, j'ai commencé à apprendre la graphie, j'ai appris de nouveaux mots, je suis sans cesse en train de faire dictionnaire, j'ai même fait un dictionnaire de rimes pour moi, pour travailler, pour pouvoir travailler. Et c'est un émerveillement à chaque fois. D'abord parce que comme c'est une langue qui est jeune, tout est possible. On peut créer, mais on ne crée pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on ne va pas traduire littéralement un mot français, on ne va pas le créoliser, entre guillemets, c'est-à-dire en le faisant sonner créole. Il faut trouver la formule créole qui lui correspondrait le mieux. Donc, je reprends souvent le même exemple parce que tout le monde comprend tout de suite. Par exemple, une radio, beaucoup de gens disent en radio, alors que moi je dirais un capteur son, parce que c'est un capteur de son, parce que c'est comme ça que le créole fonctionne, avec des images, c'est là où on trouve toute la beauté de cette langue. Et vos textes sont compris donc par les Guadeloupéens et par les Martiniquais. Exactement. Tout le monde s'y retrouve et tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. Je veux dire, si quelqu'un ne comprend pas un mot, il peut demander. Oui. Voilà. Alors revenons aux sources de la création de Kassav. C'était 1979. Vous n'étiez pas encore dans la configuration. Vous le racontez d'ailleurs dans votre livre. Vous avez fait une première tentative pour être avec eux. C'était en 1980 comme choriste. En fait, ils m'ont appelée en tant que choriste. J'ai rêvé d'être appelée. Voilà. Et il se trouve que bon, ça n'a pas marché la première fois. C'est ce que vous racontez. Mais il y a eu un petit souci. Voilà. Il y a eu un petit souci. Il y a eu un petit souci. Bon, donc vous avez attendu 1 an ou 2. Et je crois 82, 83. Là, finalement, en 83, l'aventure commence. En tout cas, comme choriste au départ. C'est ça. Disons que dès 82, il y avait déjà une approche, mais comme je travaillais avec Bernard Lavillier et les Gibson Brothers, je n'étais pas disponible. En 83, je l'étais, et là, j'ai foncé. Et là, vous saviez que c'était là que ça se passait. Oui, pour moi, en tout cas, c'est là que je voulais aller. Ouais, c'est ça. Ça vous dites clairement. Donc, il y avait une espèce d'appel. Oui, j'aimais ce qu'il faisait, j'aimais la direction que prenait le groupe, et immédiatement, je me suis investie. Voilà. À 100%. Ah oui, c'est-à-dire que dès qu'on avait besoin de moi sur quelque chose, parce que c'est ce que vous dites dès les premières pages de votre livre, vous ne regrettez pas une seconde de votre parcours, en fait. Non, pas du tout. Du tout. D'abord parce que j'avais l'habitude de fréquenter des tas de gens complètement différents. Donc, arriver dans ce groupe-là, c'était encore des tas de gens complètement différents. Donc il m'était facile de discuter avec eux, de les comprendre, de travailler avec et de donner mon avis aussi. Hein. Je veux dire, je n'attendais pas qu'on me dise de faire ceci ou cela. J'étais là. Voilà. Oui, et bien là, parce que d'abord choriste, mais quand même, vous avez même fait entendre votre voix en faisant vos propres compositions ensuite. Exactement. Notamment Siwo. Alors Siwo, c'est spécial parce que ça vient bien Siwo, après. Qui veut dire sirop, douceur. La douceur, parce qu'en fait les hommes de chez nous veulent toujours des femmes extrêmement douces, et j'ai dit mais pourquoi les femmes n'auraient pas Double disque d'or, je crois. Oui, c'est ça. Et donc, c'était un questionnement. Et puis, moi, j'aime beaucoup taquiner mes copains, quoi. J'aime bien les... Parce que chacun avait son disque en solo, tous ces hommes-là, mais pas encore de femmes. Donc, grâce à vous, il y a quand même... C'est vrai. Il y a d'autres femmes qui commençaient à chanter, justement, qui arrivaient dans le sillon de Kassav, avec les Zouk Machine, par exemple. Non, mais je parle dans Kassav. Vous êtes quand même... Oui, dans Kassav, je suis... C'est pour ça que je vous ai présenté comme la voix féminine, quand même, de Kassav, même s'il y avait d'autres choristes, comme Marie-Josée, comme... Exactement, voilà. Vous êtes une femme engagée, d'engagement, pour plein de choses, pour la lutte pour la culture créole, les Antilles, bien évidemment, mais aussi vous avez d'autres engagements vis-à-vis des enfants. Oui, les enfants qui ont subi des violences, exactement, comme ça, avec Enfants de la Terre, et voilà. Voilà. Oui, je crois que dans la vie, on ne peut pas se contenter de vivre uniquement pour soi. On n'est pas seul sur Terre. Il y a des gens autour, quand on lève les yeux et qu'on regarde. J'ai une chanson d'ailleurs qui dit ça, on peut rencontrer n'importe qui, quelqu'un qui a juste envie de parler. Et peut-être que la personne a juste besoin d'un bonjour, d'un sourire, tout simplement, parce qu'elle se sent trop seule et que là, elle a l'impression qu'on l'a vue, passe à côté d'elle. Je dis, on ne peut pas vivre sans faire attention à ce qu'il y a autour. Et souvent, il y a du monde autour, et il y a des gens qui sont en demande. Alors, quelquefois, on peut pas, on n'a pas le temps, ou on a ses propres soucis, mais quand on peut, je veux dire, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de donner à l'autre, quoi, un peu de son temps, un sourire, un bonjour, une attention, l'aider à monter une marche, tenir la porte, juste ça.
C'est vrai qu'on est entouré. C'est juste un peu d'attention. Voilà. De l'attention. Je vous propose de passer maintenant donc, à notre deuxième partie. Oui. Je vais m'éclipser, je vais vous laisser là, seul, et je vais vous présenter 4 mots, à vous de nous les éclairer, nous les commenter. D'accord ? À tout de suite, Jocelyne. À tout de suite. Jocelyne, Oui. est-ce que vous êtes bien Oui, dans je votre suis fauteuil ? bien. Oui, je suis très bien dans mon fauteuil. Bon. Je sais pas, ce truc, c'est que je sais pas s'il faut que je me mette comme ça ou comme Oui, ça. je vois que vous êtes bien redressée, vous n'êtes pas affalée. Voilà, je préfère être... voilà. Et ça tombe bien, quelque part. Peut-être que ça correspond au premier mot que je vous propose, qui est bourgeoisie. Ah, alors, ah oui. Bourgeoisie. En fait, la bourgeoisie, ma mère m'a toujours dit, j'ai dit, ouais, on va voir de la bourgeoisie, j'aime pas trop ça. Elle m'a dit, écoute, la bourgeoisie chez nous, c'est l'éducation. Voilà. Donc, c'était pas... Ça ne voulait pas dire qu'on roulait sur l'or, qu'on avait une position sociale et qu'on ne fréquentait pas les autres parce qu'ils n'étaient pas bourgeois. Ça voulait dire simplement qu'on avait les bonnes manières, entre guillemets. En fait, je crois qu'il était capital pour nos parents de s'assurer qu'on soit poli, parce qu'un enfant qui n'est pas poli, les parents sont jugés par derrière. Et j'avoue que l'éducation qu'on m'a donnée, qui était nommée bourgeoise, éducation bourgeoise, me sert jusqu'à aujourd'hui. Parce que justement, quand on parle de faire attention aux autres, c'est juste comme tenir une porte. Quand quelqu'un arrive derrière, on ne lâche pas la porte au nez de la personne, par exemple. Donc ça fait partie de l'éducation. C'est dire bonjour, dire merci, s'il vous plaît, etc. Et ça, ce sont des marques d'attention vis-à-vis des autres. Je crois qu'on perd ça de plus en plus. Souvent, on vous demande un crayon ou quoi que ce soit, vous le donnez et il n'y a rien derrière. Quand on ne vous dit pas merci, je veux dire, il n'y a pas... on ne le fait pas pour avoir le merci, mais le merci, c'est une forme d'attention. Voilà, c'est merci beaucoup parce que je remercie pour l'attention que vous m'avez accordée et à mon tour de vous rendre cette attention-là. Je pense que ce sont des choses qui permettent d'avoir des rapports un peu plus faciles avec l'autre en face. Quand on arrive sans dire bonjour et qu'on s'adresse à la personne n'importe comment, sans dire s'il vous plaît ou quoi que ce soit, je veux dire, il y a... l'autre en face, on ne sait pas comment il peut réagir, donc les rapports sont faussés au départ. Moi, je pense qu'avoir un minimum d'attention vis-à-vis de l'autre, c'est ça. Alors moi, l'histoire de bourgeoisie, comment on utilise ce mot-là pour dire, quand on a des parents qui ont tel ou tel... qui font tel ou tel métier... à l'époque, parce que je parle d'une époque précise, puisqu'on est dans les années 50, début 60, on était traités de petits bourgeois, de ceci, cela. Voilà. Donc, c'était pas vraiment le sens de la bourgeoisie tel qu'il est utilisé en France. Oui, vous l'écrivez d'ailleurs très bien dans votre livre, que c'est le respect, l'éducation. Il faut rappeler que vous êtes né donc à Fort-de-France. Votre père Georges était dentiste. Oui. Votre maman Gabrielle était une professeure d'anglais qui avait fait ses études à Rennes. Ouais. Tous les deux étaient des grands sportifs. Votre mère a fait du saut en hauteur. Elle était basketteuse, pianiste aussi, parce qu'il y avait de la musique dans votre famille. Tout à fait. Votre père Georges était président d'un club de sport, fait de l'escrime, du judo. Il y avait aussi beaucoup de musique, donc des valeurs sportives et des valeurs religieuses. Vous êtes né quand même route des religieuses. Oui. Et puis vous avez habité le quartier du Petit Paradis. Et vous êtes allé d'abord au couvent Saint-Joseph de Cluny. Et là, ça n'a pas été une très bonne expérience. Non, non, non. Et je vais même ajouter, je suis du signe de la Vierge. Alors imaginez. Bref. Voilà. Pour mes parents, c'était plus facile nous mettre à l'école Saint-Joseph de Cluny, parce que je ne sais pas s'il y avait une école
les classes primaires, en tout cas, dans mon quartier à l'époque, quand j'étais au début, quoi. Je sais qu'on a été, avant d'aller au couvent, on était chez quelqu'un qui s'occupait de nous, donc un gardien ou une gardienne, je ne sais plus, qui était Monsieur Adréa, si je me souviens bien, chez Adréa. Et ensuite, on est allé au couvent. Alors, au couvent, le couvent de Cluny, c'était un couvent privé, c'était un couvent payant. Donc, c'était les gens qui avaient les moyens de payer à leurs enfants l'école, qui les envoyaient là. Et évidemment, ceux qui avaient plus de moyens, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui les expatriés, c'est-à-dire ceux qui venaient de France pour travailler aux Antilles, dans les anciennes colonies. Et puis les enfants des anciens, les descendants des anciens maîtres de la Martinique. Donc nous n'étions que très peu d'Antillais, pour parler franchement à peau foncée, à y aller. Et donc il y avait une espèce de petit racisme là-bas qui était assez intense, compliqué. Peut-être qu'il n'y avait pas d'apartheid, mais c'était un genre de... on n'était pas vraiment autorisé à être là, donc on nous le faisait sentir, quoi, c'est tout. Mais c'était fait délicatement, mais on le ressentait, nous, en tant qu'enfants. Et je sais que j'ai eu, moi, maintes fois, des heurts avec les maîtresses qui étaient chargées de notre éducation. Voilà. Et donc, elles rapportaient régulièrement à mon père que j'étais insolente. Mais j'explique que cette insolence était probablement un peu justifiée. Voilà. Une insolence que vous avez repris de votre maman, peut-être aussi. C'était une femme émancipée, votre mère aussi. Oui, ma mère était émancipée, mais n'était pas insolente. Je veux dire, elle avait pas aussi rebelle entre guillemets que vous. Probablement, c'est-à-dire que dans sa tête, elle était quand même assez libre, elle faisait du sport, parce qu'elle avait probablement des parents qui étaient aussi un peu avant-gardistes, je veux dire, bon, à cette époque-là, aux Antilles, qu'un enfant ait envie de faire du sport, qu'il soit fille ou garçon, bon, je pense qu'on le lui permettait, mais elle aimait ça, quoi, elle a peut-être fait beaucoup plus de sport que ses sœurs, donc elle avait peut-être justement dans sa tête cette envie de liberté, mais je ne pense pas que ma mère ait été insolente, comme moi, j'ai pu en fait être qualifiée à cette époque-là au couvent. Parce que quand, par exemple, je raconte dans le livre une aventure qui m'arrive, elle est justifiée. Je veux dire, on ne peut pas empêcher à un enfant qui a envie d'aller aux toilettes d'y aller. Je veux dire, au bout d'une heure et demie, l'enfant, il ne tient plus. Donc, j'ai fait pipi dans la salle, c'est tout. C'est pas compliqué parce qu'il fallait que je me libère de ça. Et ça a été traité d'insolence. Donc, ce n'était pas de l'insolence, c'était une nécessité, c'était un besoin, je veux dire, physique. Parfois, peut-être, l'insolence est nécessaire. Voilà. C'est le deuxième mot, justement. Identité. Identité, je crois... l'identité est devenue très importante pour moi, parce qu'il y a toujours un moment où on se demande qui on est. Alors, c'est vrai qu'au début, on vous dit, vous avez un passeport français. Moi, j'ai eu ma carte d'identité française et tout. Quand il y avait des ministres ou même des présidents, puisque De Gaulle est venu une fois chez nous, on avait notre petit drapeau bleu, blanc, rouge qu'on manipulait comme ça dans la rue. On se sentait français, voilà. Donc, on ne se posait pas de questions, on était français, point. À un moment, on réalise qu'il y a quand même des différences, qu'il y a des choses... on réalise qu'on n'est pas tout à fait comme les gens en France, qu'on apprend de plus en plus son histoire, d'où on vient. Donc, il y a l'Afrique qui s'invite dans l'affaire. Et donc, on se pose des questions, mais qui sommes-nous ? Et à partir du moment où on se pose la question qui sommes-nous, on est obligé de revenir en arrière. Quand on revient en arrière, on retombe dans l'histoire. Et l'histoire, c'est une histoire violente, puisque c'est l'histoire de l'esclavage, tout simplement, qui démarre avec quand même l'Église qui décide que le noir n'a pas d'âme, donc on peut en faire commerce. Voilà. Et donc, 2 mois de voyage en bateau, quelquefois 3 mois, dans des conditions inhumaines, franchement... quand les hommes et les femmes arrivent sur l'autre rive, ils sont traumatisés.
Donc on peut les fabriquer, on peut fabriquer leur cerveau, on peut détruire un petit peu tout ce qu'ils ont pas tout, mais presque tout, ce qu'ils ont qui les rattache à leur pays et compagnie, parce que avec ce traumatisme qu'ils ont eu, parce qu'ils ont été tout près de la mort sans jamais l'obtenir, je veux dire, ils sont façonnables. Et quand au fur et à mesure, ils sont façonnables, on peut les dominer, on peut leur faire croire qu'ils sont inférieurs, que s'ils sont dans cet état-là, c'est un peu de leur faute, etc., etc. Donc on se retrouve à chaque fois avec des tas de tares qui sont impliqués dans la tête des gens et qui leur font oublier, en fait, qui leur font, pas oublier, mais qui leur font adopter quelque chose ou une identité qui n'est pas la leur. Vous le racontez très bien d'ailleurs à propos de votre père, qui dit il n'y a pas d'esclaves dans notre famille. Et à la fin, vous avez réussi à le convertir, entre guillemets. Enfin, je vous laisse parler. Oui, en fait, quand il le dit, il est quand même... En fait, c'est vraiment extrêmement particulier, quoi, comme histoire et comme ressenti. Il dit, il n'y a pas eu d'esclaves chez les Berroirs. Il donne le nom. Et effectivement, les gens qui s'appelaient Berroirs, parce que c'était un nom qui venait de Marseille, ils n'étaient pas esclaves. Mais c'est un espèce de jeu qui, moi, m'énervait, parce qu'en fait, il utilisait cette chose-là, donc je ne pouvais pas le contredire, parce que quand on prend à la lettre ce qu'il dit, il n'a pas tort. Mais il veut, justement, en le disant, s'extraire de cette histoire. C'est ça qui m'énerve dans le propos, en fait, c'est ça. Donc, voilà, j'écoute la suite. Non, c'est nous qui vous écoutons. J'essayais donc, effectivement, de dire que ce trauma menait finalement à une négation. Et ce père qui disait ça au début, vers la fin de sa vie, c'est ce que vous écrivez aussi, vous l'avez converti, entre guillemets. Il ne le disait plus. Il s'est apaisé. Parce que je crois que c'est un apaisement qu'il faut. Cette histoire est tellement douloureuse qu'on n'a pas envie d'y retourner. Il y a beaucoup de gens qui vous disent « Mais pourquoi vous avez besoin de soulever la poussière ?» etc. Ça les dérange. C'est extrêmement douloureux. Moi, quand j'ai commencé justement à faire mon voyage, je veux dire, c'est... Quand j'ai essayé d'imaginer être dans la cale du bateau, mais je ne peux pas le faire plus de 2 minutes. C'est une horreur. C'est une horreur. Et ça, il faut le faire. Je veux dire, il faut qu'on puisse comprendre ce qu'ont vécu tous les gens qui ont traversé cet océan. Quand on sait qu'il peut y avoir des tempêtes, qu'à côté, celui-là va vomir sur vous, celui-là va faire pipi sur vous. Bref, toutes les horreurs qu'on ne peut pas imaginer leur sont arrivées. C'est tout. Donc, automatiquement, quand on retourne dans ça, déjà, la première chose, c'est leur rendre hommage, déjà. Leur redonner dignité, honneur, parce que ce sont des êtres humains qu'on a mis dans ces conditions-là, et que ma première pensée ne va pas être de la haine pour des gens qui ont été probablement fabriqués aussi. On a fabriqué leur cerveau, on leur a dit que telle race était inférieure. C'est ça. Et donc ces gens-là en sont convaincus. Donc ils font leur travail. C'est ça. Donc c'est vrai que si on est un minimum intelligent, on peut réfléchir et compagnie, mais à cette époque-là, est-ce qu'ils avaient le moyen de même réfléchir ? Est-ce qu'ils avaient même la capacité à réfléchir à ces choses-là? Donc moi, ce qui importe pour moi, ce sont tous ceux qui ont vécu ce traumatisme, cette horreur, leur rendre hommage. Parce que eux, je suis dans leur descendance. Je suis dans la descendance de d'autres aussi. Mais les autres, ils ont été normaux. Je veux dire, ils n'ont pas vécu tout ça. Par contre, ceux-là, je n'ai pas le droit de les oublier. Je n'ai pas le droit de les oublier. Je dois leur rendre hommage. Je dois penser à eux. Je dois m'affilier également à eux. Et ça me permet d'être un peu plus apaisée. Et donc, à partir du moment où je suis apaisée, je suis prête
à me tenir debout et à dire à l'autre, mais voilà. Vous êtes porteuse de ce devoir de mémoire. Ça nous mène naturellement au troisième mot. C'est une poursuite. Réparation. Complètement. Alors, la réparation, il y a 2 temps pour moi. Hein. Ça n'engage que moi. Hein. Il y a 2 temps dans la réparation. Il y a la réparation personnelle. C'est-à-dire que quand on réalise tout cela et qu'on voit tout ce qui s'est passé, on commence à se surveiller. C'est-à-dire quels sont les endroits où je ne suis plus moi. C'est-à-dire à quel moment je suis vraie et à quel moment je fais ce qu'on m'a induit, c'est ce qu'on m'a suggéré de faire. Ce qu'on m'a... j'essaye en fait d'être libre. C'est-à-dire libre de penser, libre d'être vrai. Et donc, je me répare ainsi. Mais en me réparant ainsi, je répare aussi tous les mauvais côtés, éventuellement, que j'aurais pu avoir intégrés, quoi. C'est tout. Donc, marche après marche, être plus forte. Mais être plus forte, c'est être meilleure, c'est réfléchir, c'est peser, sous-peser, comprendre, admettre, ne pas admettre n'importe quoi, mais comprendre comment ça fonctionne, mieux comprendre l'homme, pour mieux peut-être aider l'autre aussi à son tour à se réparer, parce que la réparation n'est pas uniquement dans un seul sens. Je ne suis pas la seule à réparer. L'autre en face aussi doit se réparer. Il doit pouvoir, lui, changer sa façon de penser. C'est tout. Parce que nous ne sommes que des êtres humains. On a un petit bout de temps à passer sur Terre. Et ce bout de Terre, tout le monde voudrait qu'il soit bien. Donc, en face, moi, je crois que si chacun essaie de faire l'effort de comprendre qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes autour, qui ont d'autres soucis, qui ont été élevés différemment, qui ont ceci ou cela et patipata, mais à partir du moment où on sait que c'est un être humain, il mérite le respect. Il mérite d'être... je sais pas moi, d'être aidé, ne pas aider, peu importe, mais chacun doit pouvoir, en se réparant, pouvoir parler à l'autre en face, tout simplement. Vivre à côté de l'autre en face, tout simplement. Le deuxième temps de la réparation, ce sont des choses qui sont un peu plus politiques éventuellement, etc., etc. Je veux dire, il y a des choses qui ont été faites et qui n'ont jamais été réparées, et il est temps que ça se règle. Et il faut arrêter de faire l'autruche ou de trouver le moyen de s'échapper, etc. Il y a des tas de choses qui vont faire que peut-être que l'homme va réussir à s'apaiser un peu plus. Voilà. Est-ce que l'histoire de la Caraïbe sera réparée complètement un jour ? Peut-être, grâce à vos doigts de fée, puisque vous le dites vous-même, vous y contribuez. Vous êtes en plus couturière, vous êtes une grande manuelle. Ouais. Vous avez confectionné beaucoup de vêtements, les vôtres, ceux du groupe. Ouais. Ça aussi, c'est de la réparation. Vous avez pensé à ça ? Côté manuel, charnel ? Je sais pas. C'est un peu tiré par les cheveux, peut-être. Oui. Vous avez réparé aussi, en tout cas brodé des liens entre vos 2 îles, la Guadeloupe et la Martinique. C'est aussi une forme de réparation. Déjà, mais complètement. Et avec l'Afrique également, parce qu'avec l'Afrique, il y avait aussi cette espèce d'affrontement. Parce que bon, on est antillais, donc on avait le passeport français. Au moment de la décolonisation, il ne faut pas oublier que la France a énormément utilisé les Antillais qui ressemblaient vaguement à des Africains. Donc, ils pouvaient les amadouer, etc., etc. Et les Antillais, trop contents d'avoir ce pouvoir-là à ce moment-là, ont peut-être abusé. Et donc, il y a eu... un clash, quoi. Voilà, donc je crois que quelque part aujourd'hui, avec la musique, on a un petit peu retissé des liens avec l'Afrique, entre autres, quoi. Bon, pas nous seulement, évidemment, mais bon, je veux dire, on y a participé aussi. Il y a cette réparation-là. Et bon, avec
Je veux dire, avec le reste du monde, à partir du moment où on est bien nous, je veux dire, où on se sent bien tel qu'on est, qu'on a en fait travaillé pour bien maîtriser notre art, on peut partir plus serein vers le reste du monde et ne pas jouer un autre jeu, c'est-à-dire ne pas prétendre être quelqu'un d'autre, prétendre être nous, même si on vient d'un tout petit pays qui n'est juste comme point sur la map monde. Je veux dire, on est là aussi. C'est ça, c'est ce qu'on a envie de dire, quoi. On est tout petit, mais on est là aussi. C'est ça. C'est réparer ce truc-là. C'est parce que, bon, on ne représente rien pour beaucoup de gens. Et on sait qu'on a quand même eu des super médecins qui ont fait des grandes découvertes, on a eu des écrivains, on a des plasticiens, on a toutes sortes de gens dans tous les domaines capables de faire des choses qui servent à ce monde-là. Donc, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on se considère comme rien. Je vous propose le 4e mot, Madame l'ambassadrice, Bon de Dieu. la culture créole et de la réparation. Bon Dieu. Yeah. Bon Dieu. Ça, c'est un mot qui est énormément utilisé chez nous. Aïe, bon Dieu. Parce qu'on Donc, fait bon toujours... Dieu en créole. Voilà. Oui, voilà, c'est bon Dieu en créole et c'est dans toute l'histoire d'esclavage, que ce soit chez nous ou ailleurs, on a, je veux dire, la colonisation a amené son Dieu. Je veux dire, aux Africains qui arrivaient de l'autre côté, qui arrivaient d'Afrique, parce que eux, ils avaient un Dieu qui était différent, enfin, ou des dieux qui étaient différents. Personnellement, je crois que il y a... est-ce que je crois en Dieu? Certainement. On m'a posé la question une fois et j'ai répondu parce que j'ai pas trouvé mieux. Voilà. Donc, je pense que ça apaise de pouvoir croire en Dieu. Moi, j'ai du mal avec les religions. Je vais être très franche. Parce que, bon, ce sont souvent des choses extrêmement strictes qui ont une façon de voir et compagnie et je refuse de dénigrer la religion de l'autre parce que pour avoir lu plusieurs livres, pour avoir cherché, il y a toujours une phrase ou un mot qui vous permet de grandir. Quand je dis grandir, c'est monter une marche, être meilleur, être plus apaisé, pouvoir regarder ce monde plus sereinement, pouvoir dire merci le soir. Et je suis prête à accepter tout ce qu'il y a tous les matins. Voilà. Donc moi, c'est ma façon d'être, ma façon de vivre sereinement, en paix. Et le bon Dieu, pourquoi je pense qu'il y a un bon Dieu, je vais vous expliquer. C'est une histoire, mais vraiment qui n'a absolument rien à voir. C'est une histoire de gouttes de confiture qui étaient tombées un jour, et puis des tas de fourmis s'étaient agglutinées, évidemment, pour se nourrir. Et moi, je les regardais et je disais, je dois partir. Et je tapais sur la table en disant « Allez, sortez de là !» parce que, bon, en fait, je n'aime pas tuer même une petite fourmi. Mais à un moment, il a fallu que je parte, donc j'ai dit « Excusez-moi » et j'ai envoyé un coup d'eau. Et les quelques fourmis qui restaient là, bon, elles sont mortes noyées. Et à ce moment-là, je me suis dit « On est toujours la fourmi de quelque chose d'autre. » Voilà, de quelque chose de plus grand. Voilà. Et donc, je me dis « Il y a probablement... » quelque chose de plus grand. En fait, je suis un peu, je le dis, dedans, j'aimais les sciences, je suis un peu curieuse, donc j'entends des tas de choses, je vais fouiller dans un tas de livres, etc. Et je suis parfaitement consciente que, bon, il y a la Terre, mais il y a un tas d'autres planètes, et puis il y a un tas d'autres galaxies, certainement, aussi. Et donc, je me dis parce qu'on se pose toujours la question de pourquoi naître si on doit mourir à la fin. Donc ma réponse a été qu'il y a certainement quelque part où on arrive après, sur une autre galaxie, avec une toute autre forme de vie, etc. Et l'épreuve, on traverse tellement de choses dans notre vie, on doit faire tellement d'efforts, on doit tellement gravir d'échelons, etc., etc. Mais je le fais avec bonheur, avec plaisir, parce qu'à chaque fois que je gagne une marche de plus, je suis heureuse. Donc je me dis,
il y a peut-être un espace ailleurs qui est plus fou, plus grand, plus beau, etc. Certains vont peut-être l'appeler le paradis. Moi, je pense que c'est une autre planète ou un autre lieu, une autre façon d'être. Voilà, donc c'est ma façon. Mais je pense qu'il y a probablement quelque chose de plus fort qui, par moment, nous donne une énergie, par moment, nous permet d'être fort, mais j'ai toujours ces phrases qu'on répète sans cesse, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, je commence par m'aider, c'est-à-dire que moi, en tant que moi, je dois toujours faire attention à ma pensée. Ma pensée doit être créative, créatrice, elle doit être, autant que faire se peut, positive. Voilà, donc je dois en face admettre que je puisse être faible et complètement nulle par moment, mais que je peux être aussi autre chose de plus grand, de plus fort. Et c'est ce qui me motive. Et j'ai un grand respect pour tout, pour la nature, pour toutes ces planètes qui nous entourent, pour tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que je dis merci. Et c'est pour ça et je dis merci aussi quand je vois un superbe coucher de soleil, je veux dire, parce que c'est quelque chose de gratuit qui vous remplit d'une belle énergie. Et c'est tout ça que je pense qu'on appelle bon Dieu. Pas quelqu'un qui va ressembler à un être humain et qu'on peut représenter sur des tableaux. C'est toute une énergie qui nous entoure, quelque chose de beau, de fort, de grand, qui vous permet de toucher un petit peu à la paix, parce que ce monde est complètement cinglé et qu'on doit le traverser. C'est une rivière folle on doit arriver de l'autre côté. Voilà. C'est beau tout ce que vous dites, Jocelyne. C'est ma façon de vivre. Très poétique. Le bon Dieu, c'est tout ça, donc il est partout. Pourtant, la culture créole est très syncrétique. Il y a beaucoup d'influences. Dans votre livre, vous parlez du carnaval, des vidées. Oui, c'est vrai. Ce sont des moments incontournables où il y a quand même cette foi aussi. Oui, chez nous, les gens... Mais je crois que dans la Caraïbe, il y a toutes les religions possibles. N'importe qui peut venir, il peut trouver sa religion dans le coin. Il y a toutes les religions. Moi, ce qui m'ennuie, en fait, c'est que beaucoup de gens évitent de faire des efforts. Parce que c'est toujours Dieu, il pourvoira. Bon, il va peut-être, c'est vrai qu'il va tes croyances... Je veux dire, mais c'est à toi de te mettre dans cet axe. J'ai une blague, excusez-moi, je vais la faire quand même, mais c'est le bonhomme qui prie toute la journée. Mon Dieu, fais-moi gagner au loto. Et finalement, le bon Dieu lui dit, mais achète un ticket. C'est pas plus... Voilà, j'ai simplifié l'affaire. Si tu n'as pas fait ce qu'il faut pour atteindre ton but, tu peux pas être boulanger si tu n'as pas appris à pétrir la pâte. Tu as beau demander au bon Dieu de faire de toi un boulanger, apprends à le devenir. C'est ça. C'est ce que moi je dis. Donc, remplacer tout par le bon Dieu, moi je dis, ça me dérange. Et malheureusement, je rencontre beaucoup de personnes qui sont uniquement dans cette chose-là. Moi, je sais que je vis avec la nature, que regarder une feuille, ça m'apporte quelque chose. Je m'émerveille, je veux dire. Donc, j'ai conscience qu'il y a des choses qui sont tellement belles. Quand on regarde certaines émissions, comment fonctionne le corps humain, comment fonctionnent les arbres avec les nuages, etc., etc. C'est tellement beau, tellement précis, tellement unique. Je veux dire qu'on ne peut que s'émerveiller. Et c'est ce qui nous fait dire qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort que nous. C'est clair. Donc, mais te dire simplement, parce que certaines religions, justement, disent oui, quand on a résumé la phrase « demandez, vous recevrez », eh ben, toute la journée, on va demander, mais on ne fait rien pour l'avoir. Et moi, c'est ça que je voudrais changer chez les gens. C'est leur dire qu'il faut qu'ils se mettent à faire, qu'on ne peut pas leur apporter tout dans la main. Chacun doit pouvoir faire, et faire le plus sincèrement du monde. Pas faire simplement parce que
on a mis une étiquette, oui, je crois en Dieu, que tout est permis. Non, non, non. Si tu abîmes l'autre, tu peux croire en Dieu. Pour moi, je préfère croire en quelqu'un qui travailler avec quelqu'un qui est athée, parce qu'il va être plus sincère. Si il est plus sincère, c'est tout. S'il est plus attentionné vis-à-vis de l'autre. C'est tout. Pour moi, ce sont les actes qui comptent. C'est quand tu as fait quelque chose de mauvais, tu le sais. On n'est pas obligé de venir te le dire. Tu le sais. Donc toi-même, tu dois savoir ce que tu as à réparer et comment toi, tu peux être en paix. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi ? C'est être en paix, se lever le matin et ne pas se lever en se disant « Waouh, j'ai fait des trucs. » C'est ça. Ma mère m'a dit, d'ailleurs, quand j'étais petite, elle m'a dit « Tant que tu sais que tu peux te regarder dans le miroir le lendemain matin, tu peux faire ce que tu veux. Tant que tu es sûr que tu peux te regarder. » Et ça m'a énormément servi toute ma vie. Il y a des tas de choses que j'ai refusé de faire parce que je savais que ça m'abîmerait. Voilà. Donc, moi, je pense que chacun a la possibilité de prendre le temps de s'analyser, de voir où il a tort, où il a raison et compagnie. Bon, alors, c'est peut-être utopique, c'est peut-être rêveur, c'est peut-être tout ce qu'on veut. Moi, ça me réussit. Voilà. Étoile, le ciel t'aidera. En même temps, vous êtes né sous une bonne étoile, puisque vous, au départ, vous étiez parti sur des études de pharmacie quand même, et puis ensuite les beaux-arts, et au final, rien à voir. Non. Vous avez été touché par la grâce. Probablement. Vous avez bien aidé le ciel, et le ciel vous l'a rendu. Je crois que j'aimais ça. Je crois que, bon, alors certaines personnes vont dire, de toute façon, c'était ton chemin, c'était comme ça. Parce que quand on regarde mes études de pharmacie, la première année, j'ai été d'une voiture 2 jours avant les examens. La deuxième année, 1 mois avant l'examen, je fais une infection des yeux suite à une varicelle. Donc je ne peux pas passer. Des yeux, toujours des yeux d'ailleurs. Oui. Vous n'avez pas voulu voir à l'époque. Peut-être, tout peut être interprété de manière positive. Ça me va. J'accepte ça. Ça me va. J'ai été à Paris j'étais dans le fief. Moi, j'ai pour habitude de dire la musique a volé ma vie. Mais en fait, je crois qu'intérieurement, j'en avais envie. Je crois que j'avais été, quand j'étais chez mes parents et qu'on m'a autorisé à utiliser le tourne-disque, j'ai été touchée par des voix, par des gens qui chantaient, par des émotions qui passaient, et que je trouvais ça tellement fort et tellement intense de pouvoir faire passer des émotions que peut-être que j'ai eu envie, moi, à mon tour, de les faire passer, ces émotions-là. Mais évidemment, c'était des émotions positives. Moi, en général, tout ce qui amène vers le bas, j'essaie de feinter, de ne pas rester là-dedans, parce que c'est pas dans ma nature. Moi, je crois que si j'étais un peu low down, j'aurais pas accepté cette vie de solitude que j'ai quand je quitte la scène et mes copains de Cassave. Allez, Jocelyne, je reviens auprès de vous pour la dernière partie. À tout de suite. Jocelyne, comment avez-vous vécu cette expérience, entre guillemets ? Oh, c'était facilement, en fait, parce que je parle tout le temps comme ça. Quand je parle aux gens qui me sollicitent pour telle ou telle raison, non pas que je sois considérée comme une... attention, je ne suis pas une prêtresse ni quoi que ce soit, je suis juste quelqu'un qui parle à une amie, on peut échanger sur des états d'âme, sur des douleurs, quoi. Je veux dire que les gens ont, et je peux en parler parce que j'en ai eu des douleurs aussi. Donc, on peut échanger sur ça. Je sais très bien que comme je vous dis... C'est vrai que vous avez souvent utilisé le mot « apaisé ». Oui. Vous êtes apaisé aujourd'hui ? Peut-être pas à 100%. Peut-être pas à 100%, parce que je sais qu'on a toujours des petites choses qui essayent toujours de vous tirer vers le bas. Je veux dire, il m'arrive quelquefois de faire une réflexion sur quelqu'un, et la seconde d'après, je dis, mais... pourquoi tu as dit ça ? Et je le pense sincèrement. Je veux dire, mais c'est simplement parce que j'ai la mauvaise manie de tout décortiquer et que par moments, certains comportements ne me conviennent pas. Donc il m'est arrivé quelquefois aussi d'être un peu brutal. Mais ce n'est pas méchant. Je veux dire, j'estime que si quelqu'un est à côté de moi, que cette personne, on a l'habitude de traverser des choses ensemble et que
elle fait une bêtise, je dois lui dire la bêtise, mais quelquefois, je ne prends pas de gants, quoi. Donc, ça peut être très violent pour la personne en face, mais je m'excuse. Je m'excuse parce que je sais que j'aurais dû le dire autrement, que je la connais suffisamment pour ne pas la vexer, la blesser. Mais je dis que quelquefois, honnêtement, moi, ce que j'ai traversé, je n'ai pas rencontré des gens qui m'ont caressé dans le sens du poil. Hein. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit les choses, mais le plus brutalement du monde. Et il me fallait faire face. Il me fallait comprendre, même si je ne comprenais pas tout de suite. Des années après, j'ai compris. Je disais, j'en avais besoin. Et c'est tout. Et je dis toujours, je ne veux pas qu'on pleure avec moi. Si je pleure, laisse-moi pleurer, mais ne pleure pas avec moi. Surtout pas. C'est parce que j'ai besoin de remonter. En fait, je vais pleurer pour... Je rigolais en disant... J'ai dit, super, j'ai bien pleuré parce que les conduits fonctionnent convenablement, tout va bien. Mais c'est... je le prends en dérision, je trouve mes issues de secours, toujours. Mais je dis, on n'a pas besoin... faut pas être conforté dans la chose qui ne vous permet pas de monter. Il faut toujours aller de l'avant. En fait, quand je dis monter, c'est pas être supérieur, non. C'est aller de l'avant, passer au stade supérieur, là. Se libérer et justement peut-être éviter de tomber dans la folie ou dans des choses comme ça. Maintenant, personne n'est à l'abri d'un drame ou de quelque chose qui va bousiller son cerveau. Mais je veux dire, justement, il faut se préparer à être plus fort. Plus... Et c'est ce qu'on lit dans votre livre, Vous êtes une femme forte. C'est vrai que les moments très difficiles de votre vie, vous les abordez pas. Je pense par exemple au deuil de votre mère en 1989, de votre père en 2005. Ouais. C'est vrai que vous êtes très discrète, très pudique sur vos histoires personnelles, on ne sait rien. Vous n'avez pas d'enfant. Non. C'est un choix, pas un choix, vous dites que ce n'est pas un choix, mais en même temps, c'est un choix quand même, parce que Kassav aussi, c'est une forme d'enfant, peut-être que vous avez... Pas vraiment Kassav, je ne veux pas, surtout pas. Non, mais vous avez été tellement prise happée par votre vie que c'était compliqué d'avoir... J'étais occupée, et en fait, comme on partait souvent, je crois que je le dis aussi, je dis, ma mère était morte. À partir du moment où ma mère... Donc il y a des douleurs, il y a des choses très intimes sur lesquelles vous êtes très pudique, très discrète, même dans ce livre. Oui, c'est ce qu'on appelle la vie privée. Bien sûr. En fait, quand ma mère est morte, je savais que je ne ferais pas d'enfant. Parce que c'était la seule personne à laquelle j'aurais pu laisser mon enfant. C'est pas que mes frères et sœurs n'auraient pas accepté, ils l'auraient fait. Vous avez quand même 3 sœurs et 2 frères oui, jumeaux. Mais eux, j'ai une sœur qui vit en Angleterre, l'autre qui est en vagabondage avec son mari. Je veux dire, et puis, mes frères et sœurs, ce sont des personnages qui ne sont pas moi. Moi, l'éducation de ma mère, je l'ai reçue. Donc, je peux autoriser ma mère, mais je ne sais pas comment mes sœurs ont intégré l'éducation qu'elles ont reçue. Vous êtes l'aînée de vos 4 sœurs. Oui, l'aînée de ma sœur. C'est pas que je ne leur fasse pas confiance, c'est que j'ai intégré une certaine rigueur, une certaine façon de penser et compagnie. Je ne suis pas hermétique non plus, mais je veux dire, je voulais que mon enfant ait ça et ne soit pas un poids pour quelqu'un d'autre. Et l'unique personne qui aurait pu l'accepter, parce que ma mère a eu 6 enfants, elle se retrouve sans enfant, donc avoir le mien, ça ne serait pas un gros poids pour elle, alors que mes autres frères et sœurs avaient déjà des enfants. Et ça, c'était un poids supplémentaire. Donc, c'est pas à cause de ça que j'ai pas fait d'enfant non plus. C'est que, je dis, on part... C'est pas uniquement à cause de ça, je veux dire. C'est que quand on part en tournée, on est obligé de le déposer quelque part. L'enfant peut vous reprocher un jour d'avoir jamais été là. Et je veux dire, et puis il y a plein d'enfants qui n'ont pas de parents. À une époque, j'ai imaginé en adopter un. Bon, c'était trop tard. On m'a dit que j'aurais pas eu de bébé, mais des enfants qui avaient déjà un certain âge, donc je ne connaissais pas le passé. Ça devenait compliqué. Donc j'ai dit, je vais m'occuper d'eux, et puis c'est tout. Et du coup, vous êtes beaucoup occupé des enfants via des associations, et vous le faites encore. Et même maintenant, dans les écoles. Exactement. Quand je passe les voir, c'est aussi une façon de leur dire que je les aime et que j'ai envie de leur transmettre de belles choses. Voilà. On finit sur la transmission, encore une fois. Mais oui, la transmission. Oui. Merci beaucoup, Jocelyne Berroir. Merci à vous. Je rappelle votre livre à lire donc aux éditions du Cherche Midi, Jocelyne Berroir. Loin de la mer. Loin de la mer. Loin de la mer aussi. Hein. Oui. La mer des Caraïbes. Voilà, on peut voir ça dans tous les sens. Dans tous les sens. Mais c'est surtout loin de l'amertume. Et loin de l'amertume, en priorité. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous derrière vos écrans. Vous pouvez voir le replay, comme d'habitude, sur 4TO.
tv.com. À bientôt.